Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre, troisième rencontre du cycle de conférences dans le cadre de Rouen donne des ailes. Femmes et précarité, santé et travail seront au cœur de nos discussions. Mais pour ouvrir cette soirée, je donne la parole à Laura Slimani, adjointe à l'égalité à Rouen, en charge des discriminations et de la démocratie participative. Laura, la parole est à vous. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Rebecca. Merci effectivement de nous rejoindre pour cette troisième conférence donc, du cycle de 4 conférences qu'on organise tout au long du mois de mars pour célébrer l'égalité entre les femmes et les hommes, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que ça reste encore aujourd'hui un combat, pour s'inspirer des actrices et des acteurs qui font progresser cette égalité sur le terrain, dans différents domaines. On a eu des conférences sur différents sujets, sur la question de l'espace public, sur la question de l'égalité filles-garçons à l'école, et donc ce soir, effectivement, sur les inégalités socio-économiques, sur la précarité des femmes, avec des intervenantes tout aussi inspirantes les unes que les autres par leur engagement et leur perspective, leur analyse aussi de la situation. Et c'est vrai que pour la ville de Rouen, ces conférences, c'est à la fois une manière d'affirmer notre engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, notre engagement de ville, de collectivité, d'une ville qui se dit, qui se revendique féministe. Et c'est aussi évidemment de nous inspirer des contributions qui seront celles des intervenantes et intervenants à ces conférences pour construire notre politique en matière d'égalité femmes-hommes tout au long du mandat qui s'ouvre dans un contexte particulier qui est celui de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, peut-être que je pourrais commencer par dire effectivement que cette crise sanitaire, elle a non pas révélé parce que c'était déjà connu, en tout cas pour celles et ceux qui travaillent sur ces questions d'égalité, mais elle a mis un peu au grand jour le fait que les femmes étaient en première ligne finalement dans les métiers qui ont été les plus exposés au moment de cette crise, notamment au moment du premier confinement, les plus exposés au virus de la Covid parce qu'elles étaient dans des métiers souvent du soin, donc très en contact avec les personnes, notamment les personnes âgées d'ailleurs, et puis des métiers qui ne pouvaient pas s'arrêter parce que si elles s'arrêtaient, eh bien tout s'arrêtait. Et je pense notamment aux métiers médicaux dans l'hôpital, aux infirmières, infirmiers, aides-soignantes. Je pense voilà, à toutes les aides à domicile et puis à tous les métiers aussi de l'enseignement d'ailleurs, même si ceux-là se sont arrêtés temporairement en tout cas en présentiel pendant le premier confinement. Mais en tout cas, cette crise, elle a permis de montrer le rôle crucial que jouent les femmes dans notre système économique, rôle sous-valorisé, sous-payé, et c'est là les inégalités salariales dont on parlera probablement ce soir, qui sont une réalité encore aujourd'hui, une réalité prégnante. Et puis aussi sous-reconnus finalement par rapport à la réalité de leur contribution à la société, qui n'est pas une nouveauté. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, pour nous, cette soirée, c'est l'occasion de se poser la question de savoir comment la ville de Rouen comment les villes et comment la société aussi peut agir pour essayer de réduire ces inégalités, de renforcer la visibilité des femmes et la valorisation de leur travail. Rendre aussi leur visibilité à tout un tas de femmes qui sont aujourd'hui invisibilisées. Et je pense notamment aux femmes SDF, aux femmes migrantes. Et je sais que ce soir, on en parlera aussi, puisque plusieurs intervenantes ici ce soir, notamment issues de différentes associations, je pense à Sans Rancune, association rouennaise qui travaille sur la précarité menstruelle, à la DSF qui travaille donc à agir pour défendre la santé des femmes et qui travaille notamment auprès des femmes sans domicile, des femmes en situation de grande précarité. C'est finalement des femmes qui sont très nombreuses, mais qui sont relativement aujourd'hui, qui sont sous-prises en compte ou qui sont très peu prises en compte dans nos dispositifs d'aide sociale, dans le secteur social de manière générale. Et donc, l'idée de ce soir, c'était aussi d'abord rendre cette visibilité à ces femmes et puis de se poser la question de savoir comment on pouvait agir en tout cas pour améliorer leurs conditions. On peut leur permettre d'améliorer leurs conditions. Et puis peut-être vous dire aussi qu'évidemment, la ville de Rouen, c'est aussi un employeur important, puisque nous avons 2000 agentes et agents qui travaillent au quotidien dans les différents services de la ville, au contact du public notamment, et que voilà, il y a aussi évidemment parmi eux et elles beaucoup d'agentes, et que notre rôle aussi en tant que collectivité, c'est évidemment de travailler à ce que ces inégalités socio-économiques, elles se résorbent, elles se réduisent aussi au sein
de notre collectivité, c'est d'être exemplaire. Et donc, prochainement, il y aura aussi un plan en faveur de l'égalité professionnelle et notamment de l'égalité salariale au sein de la ville qui sera présenté pour essayer de travailler sur ces questions. Alors évidemment, dans la fonction publique, il y a un peu moins d'inégalités que dans le secteur privé parce qu'on est plus encadré. Mais néanmoins, il reste aujourd'hui des inégalités qui sont importantes liées à différentes choses, au type de métiers qui sont ceux des femmes, qui sont liés aussi au temps partiel, au type de carrière, aux interruptions de carrière liées notamment à la grossesse. Et donc tout ça, à la fin, ça fait des inégalités qui restent aujourd'hui un problème et donc sur lequel on souhaite aussi travailler en tant que ville. Et puis évidemment, l'idée, c'est de pouvoir discuter ce soir, y compris, et je la remercie d'être présente en présence de Caroline Dutart, qui est adjointe aux affaires sociales de la ville de Rouen, donc de discuter de la manière dont on peut améliorer finalement la prise en compte de la précarité des femmes dans nos services. L'action sociale de la ville, c'est une action très importante, notamment via notre conseil, notre CCAS, Centre communal d'action sociale, pardon, j'ai eu un petit trou, l'émission locale et puis l'ensemble des agentes et agentes qui sont sur le terrain au quotidien et qui reçoivent les personnes en situation de précarité, qui essayent de les aider à trouver des solutions à leur situation. Donc voilà, c'est aussi des outils que nous avons en tant que ville et donc il faut qu'on réussisse à faire en sorte que ces outils ils puissent être mis aussi au service de la cause de l'égalité. Je sais que c'est aussi l'engagement de Caroline Dutart qui donc comme d'autres adjointes a participé à ces conférences parce que l'idée c'est évidemment de montrer que cette politique en faveur de l'égalité femmes-hommes, elle doit ressortir de l'ensemble des politiques, services qui sont rendus par la ville à nos concitoyennes et nos concitoyens, et que c'est qu'en l'intégrant à toutes nos politiques, qu'elles soient éducatives, sociales, urbanistiques par exemple, qu'on fera vraiment progresser les choses de manière profonde et sur le long terme. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Je remercie Rebecca Armstrong d'animer encore une fois et brillamment, je le sais, cette soirée. Et puis, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Et je suis évidemment, je serai très attentive aux échanges qu'on aura ce soir. Merci à vous, Laura Slimani. Vous l'avez dit, un panel d'invités inspirantes, passionnantes. Et avant de vous les présenter, je voudrais vous rappeler que vous toutes et tous qui nous suivez sur Facebook Live, vous pouvez, grâce au chat qui est à votre disposition, interagir avec l'ensemble de nos invités en posant des questions qui nous seront transmises et que nous intégrerons au fil de l'eau à nos échanges. Alors, en effet, des invités passionnantes. Alors, je vais commencer par l'association Sans Rancune 76, représentée ce soir par ses deux coprésidentes, Charlotte Cacialupi, j'espère que je prononce bien votre nom, Charlotte, et Charline Gérard. Également Florence Brochoir, photographe, et qui a suivi une dizaine de femmes tout au long de cette crise sanitaire, des femmes occupant des métiers en première ligne, et elle nous parlera de son travail, des témoignages qu'elle a pu recueillir également sur ces enjeux de santé, de travail, de précarité. L'association ADCF, Agir pour la santé des femmes, est également représentée par deux personnes, Marie Chatagnon, qui est coordinatrice opérationnelle et qui est également psychologue de formation, ainsi que Marie Roland, chargée du plaidoyer au sein de cette association. Également avec nous, Séverine Lemierre, maîtresse de conférences en gestion des ressources humaines à l'IUT Paris-Descartes et membre du réseau de recherche MAGE, Marché du travail et genre. Elle est également présidente de l'association FIT, Une femme, un toit. Elle nous en parlera également, c'est extrêmement important ce qui se fait avec cette association. Et puis également des élus qui accompagnent Laura Slimani sur ce sujet. Caroline Dutartre, vous l'avez dit, Laura, adjointe à la solidarité et à l'insertion. Également Chloé Argentin, élue déléguée à la lutte contre les discriminations, à la citoyenneté et au handicap. Et enfin Zora Amini, élue déléguée en charge des migrants. Voilà un merveilleux panel et je vous propose que nous entrions tout de suite dans le vif du sujet avec une première thématique, la question du travail. Les dernières données chiffrées de l'Observatoire des inégalités nous apprend qu'en moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes. À temps de travail équivalent, elles touchent 16,8% de moins que les hommes. Et plus on s'élève sur l'échelle des salaires, plus les écarts entre femmes et hommes sont grands. Voilà des données chiffrées
objective. Et j'aimerais peut-être commencer avec vous, Séverine Lemierre, pour évoquer à la fois ces données et puis il y a une question qui me taraude. L'égalité, elle est aujourd'hui partout dans la loi et les règlements, cette égalité dans le milieu du travail. Pourquoi on a encore ces écarts? Est-ce qu'on a un problème avec la valeur du travail des femmes? Alors, bon, en fait, quand on parle des écarts de salaire, vous avez rappelé les données. Bien souvent, donc, on parle de l'écart de salaire moyen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cet écart de salaire moyen? Ça veut dire que quand on compare l'ensemble des hommes qui travaillent avec l'ensemble des femmes qui travaillent et qu'on compare les salaires, eh bien, on est à peu près autour de 23-25 d'écart de salaire. Et donc, cet écart de salaire moyen, c'est 23-25% selon les enquêtes, en fait, rassemble toutes les inégalités professionnelles. En fait, c'est la partie visible, c'est la partie émergée de l'iceberg des inégalités professionnelles. Donc, vous l'avez dit, il y a par exemple la question du temps de travail. En France, une femme sur 3 qui travaille à temps partiel. Bon, ben, quand on travaille à temps partiel, ça a un impact sur son salaire. Il y a ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle, le fait que les femmes et les hommes ne travaillent pas dans les mêmes types d'entreprises, dans les mêmes filières d'activité, dans les mêmes types de métiers, même si les femmes sont de plus en plus cadres, 40% des cadres sont des femmes aujourd'hui, il n'empêche qu'elles le sont un petit peu moins et encore moins dans les fonctions dirigeantes. Et puis, il y a des éléments liés à la carrière avec l'effet de la maternité. Rappelons qu'encore aujourd'hui, une mère sur 2 réduit ou cesse son activité à l'arrivée d'un enfant. Donc tout ça, ça va en partie expliquer ça va se voir entre guillemets dans l'écart de salaire. D'où le fait que les économètres et de plus en plus les entreprises cherchent à faire entre guillemets du toute chose égale par ailleurs. Donc de chercher à comparer les hommes et les femmes qui auraient les mêmes caractéristiques, travailleraient dans le même type d'entreprise, auraient le même type de diplôme, se seraient arrêtés ou pas de la même façon, etc., etc. Et quand on fait ce toute chose égale par ailleurs, eh bien, l'écart de salaire qui est donc assimilé à de la discrimination, il est autour de 10%. Donc aujourd'hui, bien souvent, et les entreprises et l'acteur public va se focaliser uniquement sur ça, c'est-à-dire ce qu'on considère comme de la discrimination qui ne s'explique pas. Et là où vous avez pleinement raison, c'est que cette façon de faire, en fait, elle est très limitative et en fait, elle ne correspond pas au cadre juridique tel qu'il est prévu en France déjà depuis 1972. Parce que le cadre juridique, ce n'est pas simplement à travail égal, salaire égal. Donc, en gros, toute chose égale par ailleurs, salaire égal. En fait, non. Le cadre juridique de l'égalité salariale, il dit un salaire égal pour un travail de valeur égale. Donc, le législateur, depuis 1972, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier, c'est mon âge, eh bien, il a intégré que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers, ne sont pas dans les mêmes spécialisations, même dans la fonction publique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les mêmes filières, par exemple, et que, en fait, il faudrait appliquer l'égalité de salaire, même pour des emplois différents, mais jugés de valeur égale. Donc, il faudrait appliquer l'égalité de salaire, par exemple, entre des métiers très féminisés et des métiers très masculinisés, jugés de valeur égale. Et alors là, Rebecca, je vous entends venir, vous allez me dire, OK, comment fait-on pour mesurer la valeur? Mais oui, parce qu'on parle souvent de l'esprit de la loi, du texte de la loi. Dans valeur, on peut mettre, c'est très subjectif comme données. Et en fait, ben non. Figurez-vous que ce n'est pas subjectif parce que la loi, depuis 1983, la loi donc d'Yvette Roudy, première grande loi sur l'égalité professionnelle, eh bien en 1983, le législateur va nous dire comment on mesure la valeur des emplois. Et il nous dit quoi? Il nous dit un ensemble comparable de connaissances, donc de diplômes, de formations, de capacités professionnelles, donc des compétences professionnelles, des savoir-faire, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Et si tout ça c'est comparable, eh bien normalement, on doit avoir l'égalité de salaire. Eh bien ce principe-là est un levier fondamental pour travailler l'égalité salariale et malheureusement est très peu saisi actuellement en France. On a eu, je vais prendre 2 exemples. On a eu
une jurisprudence en France assez passionnante qui date de 2010, où une responsable des ressources humaines et des services logistiques, dans un dossier en réparation au prud'homme, s'est comparée au directeur commercial de son entreprise et au directeur financier de l'entreprise. Les prud'hommes, pour la première fois, ont dit « Ok, chiche, comparons ». Alors, ça a duré des années. L'entreprise a d'abord dit « Non, regardez, d'un côté, il y a une responsable et de l'autre, il y a des directeurs. Donc, bon, vous voyez, voilà. Non, 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 ça ne suffit pas. Regardons les critères, intéressons-nous au travail, au contenu du travail. La taille de l'équipe, le budget géré, le niveau de stress, le niveau de diplôme, tout ça. Et elle a obtenu gain de cause. Et autre exemple, alors cette fois-ci étranger, en Suisse, il y a quelques années, les infirmières du canton de Genève qui se sont comparées aux gendarmes du canton de Genève pour revendiquer l'égalité de salaire. Les gendarmes étaient positionnés 2 niveaux au-dessus dans la grille des salaires. Et pareil, voilà, on s'est intéressé le niveau de diplôme, les conditions de travail, les astreintes, les responsabilités, les compétences, et elles ont obtenu gain de cause. Donc, il y a là un levier qu'on oublie complètement et qui, c'est vraiment, on souhaite, on a beaucoup travaillé avec Rachel Silvera sur ce sujet. La crise sanitaire a montré à quel point les métiers féminisés avaient des compétences. Alors, aujourd'hui, on parle de l'utilité sociale, mais regardons déjà les compétences professionnelles de ces métiers. Osons les comparer avec des métiers masculinisés et revalorisons en termes de salaire, en termes de possibilités de carrière, ces métiers féminisés. Le cadre juridique nous le permet. Alors c'est intéressant de voir qu'on a là un levier, si peu, utilisé. Comment on pourrait, s'en emparer? Parce que justement, il y a des métiers qui sont très genrés, les métiers, du care, du soin, par exemple, et puis il y a des métiers beaucoup plus masculins comme, le bâtiment et cetera, et je pense notamment à la question de la charge physique, qui est posée dans cette question de jugement, d'appréciation de la valeur. Alors, dans la valeur, en effet, il y a cette question de charge physique et mentale. Et puis, il y a aussi le fait que les métiers féminisés, en fait, ont des stéréotypes. C'est-à-dire qu'il y a des métiers dits de femmes, beaucoup de métiers qui sont dans le prolongement des activités domestiques et familiales, et qui sont des métiers où le cœur du métier, c'est l'assistance à autrui. Vous voyez, assister des patients, prendre soin des enfants, des personnes âgées dépendantes, mais aussi des collègues, des responsables. Et ça, c'est très difficile à considérer comme une technique, une compétence. Et pourtant, ça l'est, parce que ça demande, par exemple, d'être tout le temps interrompu, de travailler avec des acteurs très différents, d'anticiper des besoins. Ce sont des compétences qui sont très importantes en fait dans le milieu professionnel et qui sont malheureusement stigmatisées comme des qualités féminines, donc naturalisées, et ce qui empêche leur reconnaissance professionnelle. L'objectif, c'est de dire aujourd'hui, le soin, le relationnel, le care, c'est du technique. C'est de la technicité. Il faut parler en ces termes, en fait. Et pareil sur la pénibilité. C'est un vrai problème, la pénibilité des métiers féminisés, parce que c'est une pénibilité qui est invisible. Je prends un exemple. Les auxiliaires de périculture qui passent toute leur carrière à s'asseoir sur des chaises qui font 20 cm de haut. Ah, c'est mignon ce mobilier des crèches, c'est adorable, c'est coloré. Ouais, ça fait 30 cm de haut. On est accroupi toute la journée. Quand on a des nourrissons dans les bras, c'est adorable un nourrisson. Vous voyez, voilà. Oui, enfin, c'est aussi une charge physique. Alors, le dire comme ça, c'est très dur. Mais le corps, c'est ça qui vit. Donc, pareil, une aide à domicile. Comment on pense les conditions de travail quand on travaille au domicile de la personne? C'est excessivement compliqué. Et on voit bien à quel point ces conditions de travail, la pénibilité physique de ces conditions de travail existe, mais elle est, là encore, mise sous
une forme de vocation, de nature des femmes à prendre soin, et ce qui empêche leur objectivation. Et je pense que ça, c'est très important. Ce sont des métiers, en fait, très physiques. Absolument. Il y a peut-être une piste intéressante là en termes, alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans des services de ressources humaines, quel que soit le type de secteur d'activité, mais de se dire comment on rebalaie tous les métiers de mon organisation, de mon entreprise, en prenant un peu tous ces critères de cette définition juridique de la valeur pour pouvoir justement objectiver, y compris les aspects charge physique, charge mentale des différents métiers pour avoir une lecture plus riche en fait. Il y avait eu une jurisprudence il y a très longtemps en France, chez des ouvriers, des ouvrières, dans une usine qui met en paquet, vous savez, des champignons. Quand vous achetez vos petites barquettes de champignons de Paris, là, il y avait des postes le long de la chaîne qui trient les champignons, voilà, pour les mettre dans les petites barquettes. Et puis, au bout de la chaîne, la petite barquette est mise dans un grand cajot. Et il y avait une prime dite de pénibilité qui était en fait rédigée sur le fait de porter une charge lourde d'un point A à un point B. Et cette prime, de fait, elle était attribuée au poste de bout de chaîne. Hein. Or, tous les postes de bout de chaîne étaient occupés par des hommes, tous les postes le long de la chaîne étaient occupés par des femmes. Eh bien, ça, c'est… Et donc, elles ont… il y a eu un recours pour expliquer qu'en fait, à la fin de la journée, elles portent le même nombre de poids, mais par un millier, un milliard, des millions de petits gestes très rapides. Et donc, il y a une équivalence, en fait, de pénibilité physique. Donc, et elles ont obtenu gain de cause, hein, elles ont eu un rattrapage de la prime, etc. Et ça, c'est important de changer le regard, hein, on dit de chausser les lunettes du genre, c'est vraiment ça. Mais c'est aussi important d'utiliser les outils juridiques qui existent, c'est-à-dire qu'en droit du travail, en droit français, on a la notion de discrimination indirecte. Et une notion de discrimination indirecte, c'est quand un critère, une pratique qui semble neutre en apparence, en fait, génère des inégalités. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intentionnalité. Et donc, vous voyez, cette prime, telle qu'elle était rédigée, elle était neutre en apparence, mais quand on l'applique, elle générait de la discrimination. Et aujourd'hui, on n'a pas le réflexe, ni dans les entreprises, ni chez tous les employeurs dans la fonction publique, à aller chercher, à aller questionner la neutralité des pratiques. Et ça, il faut se forcer. Et pour ça, il faut des indicateurs sexués et se forcer à se dire, peu importe l'intentionnalité, quelque part, je n'en suis plus là, regardons le résultat. Voilà. Et alors, ça fait écho à une remarque qui nous est envoyée par Véronica Vélo-Dégoda qui dit: «Les standards d'évaluation des conditions de travail et de leur pénibilité sont moulés sur les métiers masculins», et d'ailleurs qui vous remercie pour votre intervention, Séverine, et voilà, c'est ça. C'est aussi, changer de lunettes comme vous le disiez, pour regarder autrement les métiers. Tout à fait. Aujourd'hui, les outils comme les comptes de pénibilité ne rendent pas, ne permettent pas de reconnaître la pénibilité de nombre de métiers très féminisés. Alors, je profite également pour dire à Lorna Prera qui nous a envoyé un message sur la question des violences conjugales et de harcèlement et de manque de moyens financiers des femmes. Et la question des violences, on l'évoquera en deuxième partie, donc on reviendra sur ces éléments un peu plus tard tout à l'heure. On a évoqué ces métiers qui sont genrés, qui sont occupés par des femmes. Je vais vous donner quelques chiffres. 91% des aides-soignants sont des aides-soignantes, sont des femmes. 83% des enseignants du premier degré sont des femmes, 90% du personnel des EHPAD sont des femmes, 90% des caissiers et 97% des aides à domicile le sont également. Et ça me permet de faire la transition vers le travail de Florence Brochoir, que je vous disais, qui est photographe et qui allait rencontrer justement ces femmes dans ces métiers pour recueillir leurs témoignages et puis également faire son travail de photographe. Je vais pouvoir vous montrer quelques images lors de son propos. Et j'aimerais justement, Florence, que vous nous disiez comment ces femmes d'ailleurs vous ont accueilli et ont compris, ou quel sens est donné à votre travail que vous faisiez à leur rencontre?
Voilà. Voilà, votre Et micro allume et c'est bon. Oui, donc j'ai décidé au moment du premier confinement, alors que toute l'activité s'est arrêtée tout d'un coup, j'ai décidé de faire un travail personnel. En fait, c'est venu du fait que pendant ce mois de mars, j'entendais plusieurs tribunes sur le fait que les femmes se chargeaient beaucoup de l'école à la maison, des tâches ménagères, mais aussi pour beaucoup d'entre elles ne pouvaient pas se confiner parce qu'elles travaillaient dans des services à la personne ou où elles étaient institutrices. Et à force de voir des brèves dans plusieurs journaux et assez peu d'illustrations sur le sujet, je me suis dit, bon, mon travail, c'est être photographe documentaire. C'était une période importante et assez inédite. Et donc, j'ai commencé à chercher des témoignages pour faire un reportage, plusieurs portraits de femmes qui se trouvaient dans cette configuration. Alors, soit par leur métier, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas être confinées parce qu'elles avaient des métiers en lien avec des personnes, mais aussi dans la vie quotidienne. Parce que il y avait beaucoup de femmes en télétravail qui géraient aussi l'école, tout ce qui est travail domestique, le ménage. Donc, c'est pas uniquement dans leur travail, c'est aussi dans la vie quotidienne. Je suis aussi une bénévole de 74 ans qui est à fond, qui a continué de travailler à la banque alimentaire, parce que là aussi, dans le bénévolat, il y a énormément de femmes. D'ailleurs, quasiment toute l'équipe est féminine. C'est pareil dans beaucoup d'associations. Donc voilà, ça se voulait assez large et en même temps, c'est pas exhaustif puisque j'ai suivi 12 femmes. Il y en a 10 dans les images que vous allez présenter, mais en tout, il y en a eu 12 pendant ce premier confinement. Donc, il manque évidemment certaines professions, certains profils, mais je voulais rendre compte de cette réalité-là. Voilà. Alors, leur réaction, bon, déjà, à partir du moment où elles ont accepté de faire partie du reportage, c'est qu'elles partageaient ma démarche, puisque c'était pas toujours évident, notamment dans l'école, il fallait des autorisations. Pareil, dans l'EHPAD où j'ai suivi 2 aides-soignantes. Donc, à partir du moment où on accepte d'être suivi par un photographe, quelque part, on est déjà partie prenante du sujet, et c'est vraiment quelque chose qui se construit ensemble. Euh, et à chaque fois, j'ai pu passer 1 à 2 journées avec chacune d'entre elles pour vraiment montrer des étapes différentes de leur quotidien. Voilà. Donc, elles étaient partie prenante, mais elles n'avaient pas toujours le recul par rapport au fait d'être en première ligne, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont intégré ça, c'est-à-dire qui considèrent que c'est normal de se porter volontaire quand les écoles n'étaient ouvertes qu'aux enfants des soignants. C'est normal tout de suite de dire bah, moi j'y vais, c'est normal de s'occuper des enfants parce que le compagnon a autre chose à faire, ou enfin parce que c'était déjà ça avant et que du coup on se retrouve à gérer 2 journées en une. Euh, et pour la plupart, elles se rendent pas tellement compte que c'est beaucoup, et c'est en très grande majorité les femmes qui s'y collent. Et alors peut-être que Alors sur ce point justement, c'est oui. intéressant. Est-ce que, ces femmes, elles parlent de leur, vécu, au fil de cette crise, est-ce qu'elles le vivent en termes d'inégalité? Est-ce qu'elles mettent ce mot-là sur, leurs conditions de vie ou de travail? Alors pas forcément, non, pas forcément, pas toutes. Là donc c'est la photo qu'on a vue apparaître, c'est donc la bénévole Manou Fondard qui tout de suite, avec d'autres femmes là dans Fauville-la-Mi-Voix, se sont mis à fabriquer des masques, puisqu'il y a eu ça aussi, hein, au tout début du premier confinement, on n'avait pas de masque, fallait faire vite, fallait agir, donc tout de suite, elles se sont mises à la tâche pour fabriquer des masques pour les habitants. Euh, non, elles n'ont pas forcément. Alors, elles voient bien, enfin, par exemple, la bénévole là dont vous venez de voir l'image, elle le dit, hein, les associations, c'est des femmes, beaucoup. Le bénévolat, les associations liées à l'enfance, liées à la famille, c'est quand même beaucoup de femmes qui s'y collent, mais elles n'ont pas toutes ce recul-là.
Et notamment, elles n'ont pas forcément conscience que certains métiers, certaines tâches, certains temps qu'elles donnent comme ça est dévalorisé pour être plus valorisé dans la société. Donc, elles n'ont pas toutes déjà un profil militant et même certaines n'ont pas du tout conscience de cette inégalité. Ah, je t'entends pas, Rebecca. Alors, là, on passe à Voilà, l'EHPAD. ça remarche. Ah, Et voilà, ça y est. justement, on évoquait, tout à l'heure avec Séverine la pénibilité, du travail. Est-ce que là aussi, cette question de la pénibilité, elles mettent des mots dessus? Elles voient que cette pénibilité n'est pas reconnue? Alors, elles se rendent compte évidemment de cette pénibilité parce que beaucoup d'aides-soignantes ont des difficultés, des problèmes de dos, des douleurs dans le corps au bout de plusieurs années de carrière. Notamment, il y en a une, Astrid, qui met une ceinture parce qu'elle elle a des problèmes de dos à force de soulever les personnes âgées. Donc, cette pénibilité, elles la connaissent. Et effectivement, il y en a quand même beaucoup qui trouvent que par rapport à cette pénibilité, le salaire n'est pas très élevé. Encore une fois, après, elles ne sont pas toutes dans une forme de militantisme à vouloir que les choses changent parce que c'est tellement ancré dans la société que voilà, il y en a une qui me disait je ne sais même pas si ma belle famille elle se rend compte du travail que je fais. Pour eux, je torche des vieux et voilà. Et ça, limite, c'est déjà bien payé pour ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ne se rendent pas compte de ce soin apporté aux personnes, de toutes les compétences, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça nécessite. Et donc voilà, par rapport au salaire, elles trouvent effectivement que ce n'est pas forcément très, très bien payé, mais encore une fois, elles n'ont pas toujours la comparaison avec des métiers masculins. Je excusez-moi pour ces quelques secondes de creux, je jongle entre les partages d'écran et l'activation de mon micro. Là, on voit sur cette image, un groupe de femmes, sans doute dans un hôpital. Là aussi, que des femmes, en l'occurrence, sur Ouais. cette image. Ces femmes qui n'ont pas pu justement, être en confinement, obligées d'aller travailler, forcément, largement exposées. Là aussi, comment vous avez, suivi justement, ce parcours, leur témoignage? Alors, ça fait un petit moment que je travaille dans la région, donc je commence à connaître un peu des équipes, des personnes dans différentes professions. Et là, on est à la maternité des Feugrés, à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Et je connaissais cet hôpital puisque j'avais déjà travaillé avec le service de communication de l'hôpital. Donc, quand j'ai commencé ce sujet, je me suis tout de suite tournée vers ce service et je voulais faire un reportage dans la maternité puisque je savais qu'il y avait énormément de femmes, hein, les sages-femmes. D'ailleurs, c'est dans l'intitulé du poste. Voilà, il y a énormément de femmes. Et effectivement, en arrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait une équipe, même chez les médecins, même chez les docteurs, quasiment exclusivement féminine. Donc elles étaient là pour le coup vraiment en première ligne, surtout que accoucher pendant le confinement, c'était pas simple. Au début, il fallait même interdire la salle de naissance aux pères. Il y a eu des réactions très violentes de la part des pères qui ont insisté, qui se sont imposés en salle de naissance parce que c'était inimaginable pour eux de ne pas assister à la naissance de leur enfant. Enfin, elles ont vraiment été confrontées à des situations aussi difficiles que celle-là. Après, quand même, en ce qui concerne les soignants, elles sentaient du soutien de la part, c'était au moment des applaudissements, c'était au moment des remerciements, donc elles sentaient un soutien populaire qui, maintenant, au fur et à mesure des confinements, a tendance à s'étioler un peu et elles le ressentent moins en plus aujourd'hui. Donc il y a un peu une double peine aujourd'hui en plus, ça s'est un peu effrité et c'est moins présent. Mmh. On l'a dit tout à l'heure avec Séverine, il y a un certain nombre de métiers, essentiellement les métiers occupés par des femmes, où on va essentialiser, on va dire c'est la nature des femmes d'être dans ces métiers-là. Est-ce que dans la parole des femmes, vous avez senti que elles, elles avaient intégré justement cette essentialisation de leur métier ou qu'elles avaient vraiment du recul par rapport à ça, ou est-ce que ça n'apparaît pas dans les échanges? Alors encore une fois, c'est difficile de généraliser hein, parce qu'il y a vraiment des profils très 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 différents. Donc
vraiment, ça va de celle qui a vraiment conscience de ça jusqu'à celle qui n'a pas du tout confiance. Vraiment, le panel était très large et les réflexions, le recul par rapport à ça, très variable en fonction des profils. Là, on voit, voilà, là, on était dans une école à Billorel, donc avec Isabelle Privé, qui, elle, tout de suite a répondu présente, avec la directrice aussi. Et à ce moment-là, les écoles n'étaient ouvertes qu'aux enfants des soignants, encore une fois. Donc, il y avait aussi le risque pour elle de se dire et si je ramène le virus à la maison, sachant que la plupart ont des enfants. En fait, c'était surtout ça. Elles s'inquiétaient pour leurs proches en se disant et si je ramène le virus à la maison. Pareil pour l'infirmière Covid, enfin l'infirmière qui s'est portée, une des infirmières que j'ai suivies qui s'est portée volontaire pour l'unité Covid à Elbeuf. Elle se disait pourvu que je ramène pas ça chez moi. Parce qu'il y a prendre le risque pour soi, mais il y a aussi se dire si je contamine mes proches, là, la responsabilité, elle est énorme. Alors, il y a Steph Ferreira qui nous dit « Merci d'avoir été là pour montrer ce côté de notre métier ». Alors, Stéphanie Ferreira, c'est l'infirmière de l'unité Covid que j'ai choisi, que j'ai choisi de suivre. Donc, je pense que vous avez des images d'elle avec sa combinaison. Et voilà, elle travaille à l'hôpital d'Elbeuf. Et pareil, elle s'est portée immédiatement volontaire pour faire partie de cette unité Covid, qui a fermé au moment du déconfinement en mai 2020, et dont j'ai appris qu'elle venait de réouvrir, ce qui n'est pas un bon signal, puisque de nouveau, il y a une unité Covid qui a été créée dans cet hôpital. Voilà, donc c'est celle qui est en blanc, là. Donc, il y a une tenue de SAS à chaque fois qu'il rentre dans une chambre de patient. Et donc, c'est un travail très, très long de s'habiller, se déshabiller, tout désinfecter. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, dans cette unité Covid, il y avait hommes et femmes. La proportion était, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était beaucoup plus mixte au niveau de l'équipe. Et c'est une équipe qui venait de toutes parts. Il y avait un rhumatologue, une gériatre, vraiment, il y avait des profils très, très différents. Et là, pour le coup, j'ai senti une mixité un peu plus présente que dans d'autres services ou dans d'autres secteurs. Et donc, toutes ces photos, il va y avoir une exposition qui était programmée, je crois, cette année à Rouen, mais qui va être décalée. Donc, on pourra retrouver votre travail prochainement. Oui, voilà, elle était programmée là, dans le cadre de Rouen donne des ailes, à l'hôtel de ville de Rouen. Et malheureusement, on a senti que possiblement un reconfinement allait avoir lieu. Et on s'est dit qu'il valait mieux la décaler parce que faire une exposition photographique quand le public ne peut pas venir la voir, c'est terriblement frustrant. Donc, effectivement, cette exposition, elle aura lieu l'année prochaine, à la même période, donc en mars 2021, à l'hôtel de ville de Rouen. Donc, ce n'est que partie remise. On espère. Oui, absolument. On en est sûr, on en est sûr. J'aimerais évoquer peut-être avec vous, Caroline Dutartre. Donc, je le rappelle, vous êtes élue à Rouen, adjointe à la solidarité et à l'insertion. Tout à l'heure, dans son introduction, Laura Slimani le disait, la ville de Rouen, c'est évidemment aussi un employeur. Donc, comment, justement, vous travaillez, vous discutez de ces sujets d'égalité, de reconnaissance des métiers, voilà, au sein de la ville de Rouen? Effectivement, d'abord, on y travaille ensemble avec Laura Slimani parce que et je pense qu'on est d'abord tous concernés par ça, et ça faisait partie d'ailleurs dès lors que la ville s'est engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes, donc c'était dans les années 2011, si je ne m'abuse. C'était évidemment un des axes fondamentaux du plan d'action qui a été mis en place, à savoir de combattre la précarité, d'assurer l'égalité de rémunération par un même travail, agir contre le sexisme et le harcèlement, former et sensibiliser nos professionnels. Alors aujourd'hui, peut-être quand même, globalement, vous dressez le tableau un peu de la situation des agents de la ville, côté femmes, côté hommes. Même s'il n'y a rien qui va vous surprendre dans tout ça, puisque donc en 2019, on comptait 2550 emplois en tout à la ville de Rouen. Et là-dedans, vous avez 1800 emplois permanents, ce qu'on appelle des emplois permanents, et 671 emplois non permanents.
Et sur les emplois permanents, on compte soit 53% de femmes et 47% d'hommes. Et sur les emplois non permanents, on compte 71% de femmes et 29% d'hommes. Les emplois non permanents, ce sont les assistantes maternelles, les apprentis, les personnes en insertion, les agents horaires et vacataires. Donc, on voit tout de suite effectivement la prédominance des agents féminins au niveau notamment des postes non permanents à la ville de Rouen. On voit aussi, mais ça ne va pas vous surprendre, qu'on les retrouve tous, globalement, ces femmes majoritairement et quasi totalement d'ailleurs dans la filière sociale et médico-sociale, hein, on vient d'en parler. On les retrouve également de façon importante dans la filière administrative et culturelle. Et à noter que, parce qu'on tient du coup des statistiques depuis 2015, hein, puisqu'on a introduit des indicateurs genrés au niveau de notre bilan social, à noter qu'elles sont en augmentation dans la filière technique et animation. Comme chez beaucoup d'employeurs, les temps partiels sont à 94% féminins chez nous. Et elles augmentent, hein, et elles sont majoritairement en catégorie C, hein, donc les plus bas salaires, voilà. Bon, voilà, c'était pour vous dire que la ville de Rouen ne se démarque pas de la situation globale. Simplement, depuis 2015, il y a des actions qui ont été mises en place, notamment par rapport à ce plan d'action qu'on essaie de suivre et qu'on suit donc dans le cadre du bilan social de la ville. Donc, on a effectivement mis en place des indicateurs genrés, hein, suite à une réflexion vraiment de toutes les directions, hein. Ce n'est pas seulement la direction des ressources humaines qui s'occupe de ce sujet de l'égalité femmes-hommes à la ville de Rouen, mais on y réfléchit vraiment de façon transversale. Il y a eu aussi également, évidemment, tout un axe autour du travail de la résorption de l'emploi précaire, hein, notamment au niveau des agents horaires dont je vous parlais tout à l'heure. On a également fait tout un travail de formation auprès de ces agents et de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, et notamment au niveau des encadrants. Et parallèlement à ça, on a mis en place une procédure d'alerte aussi et de signalement des actes de discrimination, de harcèlement ou d'agression. Et ça, on en voit le résultat aujourd'hui parce qu'on a effectivement des situations à traiter, hein, régulièrement dans nos différents services. On a également renforcé toute la cellule, ce qu'on appelle la cellule médico-psychosociale, donc c'est la médecine du travail, l'assistante sociale, le psychologue, de façon effectivement à mieux accompagner tous nos agents en général, mais beaucoup de femmes en particulier. Et puisqu'on en parlait tout à l'heure, notamment par rapport à la pénibilité au travail, un gros travail qui est commencé, hein, mais qui doit se poursuivre et qui doit s'amplifier au niveau de l'accompagnement ergonomique en fait, des postes de travail, de la prévention des troubles musculo-squelettiques, etc. etc. Donc, Moi, je le vois bien au sein des services de soins notamment, quoi. Ouais, ça permet de mettre en lumière justement le plan porté par Laura Slimani qu'elle évoquait en introduction. Je pense qu'elle nous en reparlera tout à l'heure. J'aimerais aussi savoir concernant votre délégation sur le volet insertion, parce que on parlait tout à l'heure en introduction de la question de la précarité, est-ce que vous constatez au niveau des structures d'accompagnement, CCAS, missions locales, une plus grande précarité des femmes dans leur situation professionnelle et leur situation de vie en général? Sur leur situation de vie en général, bien sûr. Alors, ce que je voudrais rappeler au préalable, c'est que au-delà de ces emplois directs, hein, la ville de Rouen a aussi des gros marchés d'insertion pour 1,5 million par an, hein, c'est pas rien. Donc, avec différentes associations, hein, qui emploient derrière des salariés, avec lesquels, donc évidemment, nous, c'est plutôt par rapport à des emplois liés à la propreté et à l'entretien des espaces verts. Mais on accompagne aussi également d'autres associations sur la ville, hein, qui
emploie pour du coup beaucoup plus de femmes comme emploi service ou promotion, médias formation, etc., etc. Alors oui, on voit effectivement une augmentation et puis depuis un an avec le contexte des demandes au niveau des femmes et notamment des femmes avec enfants, des familles monoparentales, bien sûr, sur la ville. Donc avec effectivement des besoins importants au niveau des besoins que j'appellerais primaires, qui sont de l'ordre de l'aide alimentaire, mais également tout ce qui concerne l'hygiène. Donc, on a fait tout un travail autour de ces sujets-là. Mais on a aussi effectivement tout un travail qu'on réalise avec différents pourvoyeurs d'emploi pour essayer justement d'accompagner toutes ces femmes dans leur parcours d'insertion, que ce soit la formation, mais aussi l'accompagnement à l'emploi, avec un certain nombre d'associations ou d'organismes, d'entreprises d'insertion notamment, avec lesquels on travaille régulièrement et qui prennent contact avec nous de toute façon. Voilà, pour amener les personnes vers l'insertion. Mais on a effectivement des demandes importantes. Et on travaille aussi en lien de façon importante sur l'insertion à la fois avec la mission locale, mais aussi évidemment avec Pôle emploi et puis aussi également avec les services du département. Donc un travail en réseau qui est Bien construit sûr, au niveau de la ville pour faire avancer les choses. voilà. Séverine Lemay, On est aujourd'hui en phase de restructuration complète de notre politique d'insertion. Voilà. On a des bases, comme je vous le disais tout à l'heure, puisqu'on a des gros budgets sur l'insertion, mais on a aujourd'hui à redéfinir toute cette politique d'insertion. Voilà, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler et à accompagner les personnes. alors j'aimerais redonner la parole à Séverine Lemierre pour évoquer le travail d'un collectif qui s'appelle Bas les masques. Et puis juste ensuite, je donne la parole à Laura Slimani pour peut-être compléter sur la politique de la ville en la matière. Séverine. Oui, merci Rebecca. En fait, c'était juste pour réagir en fait aux très belles photos qui nous ont été montrées et en voyant ces couturières qui ont quand même beaucoup travaillé dès le départ de manière gratuite et bénévole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, il y a un collectif, il y a de ces couturières, je ne sais pas si j'ai dit ça, qui ont cousu des masques. Voilà, il y a un collectif aujourd'hui qui s'appelle Bas les masques et qui revendique en fait parce que elles ont travaillé au départ gratuitement, bénévolement, elles ont elles-mêmes acheté leurs tissus, etc. Et puis après, tout ça a été quand même redéployé, réutilisé par des grandes marques textiles et qui ont en partie utilisé leur travail. Et donc, voilà, c'est toujours important quand on parle du travail des femmes de penser aussi aux luttes des femmes. Voilà, donc je pense que ça, c'est important. Et dans la valeur du travail, voilà, j'ai pensé à elle en fait en voyant ces couturières. Et puis en voyant ces infirmières, on a évoqué la question de la pénibilité. Je voudrais juste dire que en fait, on est très loin de la reconnaissance de la pénibilité de ces métiers. Il faut savoir qu'il y a eu une réforme du statut des infirmières il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, les infirmières étaient positionnées uniquement catégorie B dans la fonction publique, alors même qu'elles avaient un diplôme Bac plus 3,5 un peu, elles sont même un petit peu au-dessus de Bac plus 3. Donc, il y a eu tout un travail de revendication pour qu'elles puissent passer en catégorie A, à hauteur en fait de leur formation. Et il faut savoir qu'avec ce passage en catégorie A, on leur a retiré la reconnaissance de la pénibilité, c'est-à-dire on leur a dit, OK, vous êtes catégorie A, mais vous perdez ce qu'on appelle la catégorie active, c'est-à-dire vous perdez le départ anticipé à la retraite du fait de la pénibilité de votre métier. Donc, elles ont dû choisir. Alors, les nouvelles qui arrivaient sont passées à sans départ anticipé, et puis celles qui étaient plus anciennes dans le métier ont dû choisir entre passer à ou garder le départ anticipé. Donc, voilà, je pense qu'il y a
voilà, c'est important de le rappeler parce qu'on est très loin de cette reconnaissance aujourd'hui. Et je voudrais féliciter, je suis toujours très intéressée à entendre ces plans d'engagement, tout ce qui se fait sur le terrain par la ville de Rouen. Donc ça, c'est vraiment super de voir que les choses progressent. Sur les questions, vous parliez d'un plan sur les égalités de salaire. La question de la valeur, elle se pose aussi dans la fonction publique, même si on n'y pense pas, on se dit le statut protège. C'est ce qu'on se dit le concours protège, le statut protège. Et vous l'avez montré, hein, les hommes et les femmes sont dans des filières très différentes. Et c'est toujours très intéressant de se dire, allons comparer la filière technique espace vert avec la filière petite enfance. Allons comparer et regardons le niveau de diplôme, regardons aussi le nombre d'échelons, c'est-à-dire la possibilité de faire carrière, la durée dans les échelons. Ça joue beaucoup, les primes, les fameux régimes indemnitaires, les primes associées. Bref, si on met ces lunettes de discrimination indirecte, on peut voir des choses pour chercher à cette valorisation. Néanmoins, ça a un coût. Voilà, forcément. Donc, c'est un enjeu économique et politique. Donc justement, Laura Slimani, peut-être que vous avez envie de réagir à ces propos, et puis juste après, Chloé Argentin. Oui, c'était là-dessus que je voulais réagir justement parce que je me disais en vous écoutant, ou en t'écoutant Séverine, parce qu'on se connaît, donc je me permets de te tutoyer. Avec plaisir. Artificiel sinon, mais qu'effectivement, il fallait absolument qu'on intègre cette dimension-là au plan sur l'égalité salariale, puisque jusqu'à présent, effectivement, les collectivités, elles avaient des obligations sur l'égalité professionnelle au sens large, hein, c'est tout ce qu'a décrit Caroline Dutart juste avant. Et c'est vrai que maintenant, les obligations, et c'est bien, se renforcent sur les questions salariales. Et donc, il faut qu'on aille au-delà, je pense, de la question, effectivement, des 10% sur les discriminations, même si, parce que c'est dans la fonction publique, ça existe aussi quand même, hein, et donc il ne faut pas le nier sur les primes, etc., notamment. Mais c'est vrai que ce serait intéressant qu'on fasse ce travail métier par métier parce qu'on n'est pas forcément exempt de cela. Et puis donc voilà, je voulais vous dire qu'effectivement là, dans les mois qui viennent, on va justement travailler plus précisément, un peu à la loupe pour regarder plus précisément que par rapport aux données qu'on a jusqu'à présent, à quel point on peut corriger ces inégalités. Mais évidemment, tout ça, ça a un impact budgétaire. Et voilà, vu le nombre d'agentes et d'agents qu'on a, c'est pas neutre, évidemment. Mais moi, je défends aussi en tant qu'adjointe la question du budget sensible au genre et sensible à l'égalité. Et évidemment, ça doit se retrouver aussi dans ces politiques en matière de ressources humaines. Et également, je pense que ça serait intéressant qu'avec Caroline, on puisse regarder aussi sur les questions d'insertion, par exemple, voilà, comment nos budgets, quelles filières nos budgets finalement vont soutenir, parce que dans l'insertion, il y a aussi une segmentation des métiers qui est très forte, hein, on le sait, et c'est vrai que la ville, elle va peut-être avoir recours à des filières d'insertion plus pour un certain type de métier, je pense par exemple aux espaces verts, et moins pour d'autres, donc voilà, tout ça, ça a aussi un impact à la fin sur, regardons par rapport à notre budget, qui est quand même, voilà, sont des deniers publics, qu'est-ce qui bénéficie plutôt à des femmes, qu'est-ce qui bénéficie plutôt à des hommes, et on va faire ce travail-là sur différents secteurs, et c'est vrai que sur la question de l'emploi au sein de la ville, je pense que c'est important. Et puis, il y a un métier aussi auquel je voulais un peu rendre hommage, entre guillemets, c'est aussi celui des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les structures d'hébergement, toutes les structures sociales, et d'ailleurs, la ville, elle en gère aussi un certain nombre. Alors, je ne connais pas le ratio de femmes et d'hommes parmi les assistants sociaux et les travailleurs sociaux de la ville, Caroline, donc je ne m'avancerai pas là-dessus, mais de manière générale, c'est quand même un métier très féminisé. C'est un métier qui a été hyper exposé au début de la crise parce qu'ils ont été complètement oubliés sur la distribution des masques et toutes les mesures sanitaires, parce qu'au début, on était un peu quand même dans le brouillard. Et c'est des métiers qui sont aussi quand même relativement peu payés par rapport à leur importance. En tout cas, c'est mon avis. Et je trouve que voilà, ça mérite aussi de les citer parce qu'elles ont aussi été invisibles. Donc voilà, à la fois un chantier important, mais que j'imagine passionnant, sur lequel vous travaillez. Et Chloé Argentin, vous vouliez également peut-être compléter ou apporter un regard sur ce qui a été dit? Oui, non, je voulais vraiment réaffirmer effectivement la nécessité du travail de questionner notre pratique dans la ville et questionner aussi sur la technicité du soin, du care, la pénibilité qui est à revaloriser. Et puis, juste pour information, effectivement, dans quasiment toutes les villes, et c'est la même chose à Rouen, on a un différentiel pour les arrêts de travail qui est du double pour les femmes que pour les hommes, qui n'est pas lié d'ailleurs
aux arrêts enfants malades. Hein. Donc, il y a vraiment toute une pénibilité qui est passée sous silence, toujours dans la même mentalité du sacrifice de la femme. Et puis, moi, je suis médecin généraliste et j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec des patientes qui ont été en première ligne. Et c'est vrai qu'elles ont sacrifié leur vie et sacrifié la famille. C'est-à-dire qu'elles ont certaines vécu pendant 3 mois à l'extérieur de leur maison pour ne pas contaminer la famille, toujours avec ce problème aussi de la culpabilité, etc. Et je voulais juste vous dire un petit truc parce que j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps et je suis vraiment très enthousiaste parce que j'adore l'histoire de la peste. Je suis désolée, c'est un peu, voilà, c'est mon dada. Et en 1347, il y a eu la seconde grande peste. Et donc, les femmes ont hérité d'énormément de tâches, d'argent, de tâches, parfois de boutiques, parfois de métiers, etc., que les hommes ont malheureusement laissés puisqu'ils sont décédés. Et donc ça, c'était en 1347. Et en 1350, à Venise, a été promulguée une loi qui interdisait ou qui diminuait en fait la transmission, qui interdisait la transmission aux femmes des métiers et des boutiques. Donc très très vite en fait le pouvoir masculin reprend la main. 3 ans après l'énorme épidémie, en fait on remet les femmes dans leur position d'aide en fait, et puis dans la famille. Mais c'est ce qui s'est passé aussi après la Première Guerre mondiale, où les femmes ont pris énormément de pouvoir et de place dans la société. Et puis en 1920, on a eu cette loi magnifique, enfin je mets plein de guillemets, magnifique, hein, mais qui interdisait la contraception parce qu'il fallait refaire des enfants. Donc on remettait encore les femmes à la maison. Et là, je pense qu'il va falloir faire vraiment très attention, puisque bon, la crise n'est pas terminée, mais je pense qu'il va falloir vraiment faire très attention à ce on fait des avancées, mais qu'on ne nous remette pas un petit peu, voire beaucoup en arrière dans les prochaines années. Voilà, c'est tout. Merci à la fois pour ce point historique et cet appel à la vigilance pour les temps à venir. On a parlé évidemment de la santé avec les métiers du care. Chloé Argentin vient d'en parler là également. Donc, je voudrais maintenant qu'on s'intéresse plus à la santé des femmes et en particulier de la santé des femmes en situation de précarité. Et j'aimerais commencer avec la DCF, Agir pour la santé des femmes. Peut-être pour commencer, quelques mots rapides, Marie Chatagnon, sur ce qu'est la DCF, et puis ensuite on parlera justement de la grande précarité avant de faire un focus sur la population des jeunes. Oui, bonjour déjà et merci de nous avoir conviés à cette table ronde. Et oui, c'est l'ADSF, je me permets de corriger. Excusez-moi, ADSF, pardon. Il n'y a pas de souci. Pour vous présenter du coup ce que nous faisons, nous sommes une association basée en Île-de-France qui a également une antenne à Lille et qui a pour objectif d'aller vers accueillir et accompagner les femmes en situation de grande précarité pour les ramener vers le soin et notamment les dispositifs de droit commun et pouvoir les inscrire dans des parcours de soins qui vont être adaptés à leurs besoins. Donc pour ça, on a plusieurs dispositifs, des équipes mobiles donc, qui se rendent sur leur lieu de vie, des lieux d'accueil qui permettent de les accueillir et de mettre en place la coordination de soins autour de ces femmes et de leurs besoins. Et puis tout un programme aussi de formation et de sensibilisation qui vise à transmettre tout ce qu'on constate et notre façon de faire pour pouvoir améliorer à plus large échelle la santé et l'accès aux soins des femmes en situation d'exclusion. J'ai trouvé, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit aussi précédemment sur la question du travail. J'ai trouvé ça très intéressant comme échange. C'est vrai que nous, au niveau de notre population, les femmes qu'on accompagne, elles sont 9 sur 10 à ne pas exercer de travail, en tout cas reconnues comme telles, mais elles sont quand même 1 sur 4 à exercer une activité rémunérée qui ne va pas être déclarée. Voilà. Ça va aller de la mendicité en passant par l'exploitation sexuelle ou des activités de ménage. Et donc, je pense qu'on voit moins ces femmes-là, mais qui en fait exercent une activité, mais qui sont hors radar, d'ailleurs, comme elles le sont de manière générale. Donc, je pense que c'est important de le préciser. Et j'en mémoire notamment une femme qui était arrivée sur un de nos lieux d'accueil, qui avait travaillé pendant des années pour la garde d'enfants, si je me rappelle bien, non déclarée. Et quand elle a voulu régulariser sa situation,
elle avait été donc licenciée, entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas de contrat, par ses employeurs. Voilà. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir en tête ces femmes-là qui ont une activité qui n'est pas reconnue, finalement. Merci d'apporter cet éclairage parce que voilà, les radars ratent beaucoup de choses. La grande précarité des femmes en matière de santé, concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui au sein de l'ADSF? Comment vous travaillez ce sujet? Alors, aujourd'hui, déjà, je pense qu'il faudrait que je vous définisse un petit peu le public qu'on accompagne, puisqu'on a en tête finalement cette femme en situation de précarité qui va être installée, très ancrée à un endroit dans la rue, qui est visible, tout en l'étant pas, puisqu'elle va se protéger aussi derrière des affaires, une hygiène, pas forcément une bonne hygiène de vie, etc. Et donc, on la voit et on a cette image un peu de la femme SDF, très ancrée. Ça, finalement, ça ne représente, donc ces femmes-là, on va vers elles et on les accompagne vers le soin, mais ça ne représente que 25% des femmes qu'on accompagne aujourd'hui à la DSF, puisque pour la majorité, elles sont invisibles et vont faire en sorte de ne pas être visibles pour ne pas être repérées, notamment comme une proie dans la rue. Donc, elles vont être en errance. En errance, elles vont bouger de différents endroits à d'autres. Elles vont faire en sorte d'être comme vous et moi dans la rue. C'est-à-dire que si vous ne prêtez pas un peu attention, si vous n'avez pas un peu l'œil, vous n'allez pas voir que ces femmes-là sont dans des situations de précarité et des situations difficiles. Ce qui veut dire qu'il va se passer, en tout cas pour celles qu'on accompagne, 6 à 9 mois, une fois leur arrivée en rue, avant qu'elles puissent solliciter une aide ou qu'une aide leur soit proposée. Parce qu'il y a aussi l'idée de pouvoir aller vers elles. C'est à cet effet que nous, on développe des équipes mobiles qui vont à leur rencontre pour leur proposer du soin et leur expliquer aussi tout ce à quoi elles ont le droit et tout ce à quoi elles peuvent avoir accès. Donc, il va se passer beaucoup de temps avant qu'on puisse les voir. À cela s'ajoute qu'elles vont bénéficier parfois de quelques nuitées en centre d'hébergement, en halte de nuit, elles appellent le 115. Elles vont être hébergées par des tiers pour, en échange parfois de services, si ce n'est de prestations sexuelles. Donc, nous, on va acheter du sexe transactionnel, hein, c'est de l'exploitation sexuelle. Donc, elles sont en errance et elles ne sont pas forcément visibles. Pour la très, très grande majorité d'entre elles, là, je vais me baser sur les chiffres d'un état des lieux qui va paraître très, très rapidement, qui a été fait sur un échantillon de femmes qu'on a accompagnées sur les années 2019 et 2020. Pour la très grande majorité d'entre elles, elles vont nous déclarer avoir vécu des violences dans leur parcours de vie ou parcours d'exil ou en rue, et parfois des violences qui datent de la veille ou du matin même, et c'est 80% qui nous en déclarent. Mais c'est sans compter de celles qui ne nous en parlent pas. On a tendance à dire que nous, c'est 100% qui ont vécu des violences à un moment donné de leur parcours de vie. Ça va être des violences sexuelles, des violences intrafamiliales et des victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle pour les violences majoritaires qui nous sont transmises. Donc, elles ont des parcours de vie vraiment difficiles, douloureux, avec des événements à caractère traumatique. On accompagne beaucoup de femmes exilées, donc qui ont un parcours d'exil qui va être constitué de violences dans leur pays d'origine, de violences sur le parcours d'exil. Elles vont être passées par la Libye ou par le Maroc, où là, il se passe des choses assez atroces dans des espèces de campements jusqu'à ce qu'on puisse prendre un bateau pour la mer. Là aussi, il faut survivre à ce voyage et arriver en France où vous ne savez pas qui, comment, à qui vous adresser. Et de nouveau, vous êtes dans une situation de grande vulnérabilité puisque dans la rue, dans un système que vous ne comprenez pas. Voilà. Au niveau familial, on a quand même 20% des femmes qu'on accompagne qui sont enceintes au moment où on les rencontre et dans la rue ou, comme je vous disais, hébergées dans des centres ponctuellement. Quand elles vont être en famille, ce qu'on appelle en famille, c'est, en tout cas pour notre public, pour la majorité, elles sont seules avec leurs enfants. On a parlé tout à l'heure des familles monoparentales, c'est le cas aussi de notre public. Certaines sont en couple avec leurs enfants, mais pour la majorité, elles sont seules avec leurs enfants ou alors seules et isolées avec des enfants qui peuvent être soit placés en France, soit restés au pays. Beaucoup aussi partent laissant les enfants au pays. Et donc, c'est quelque chose qui peut être très douloureux, évidemment, pour elles aussi. Ce qu'on remarque, du coup, sur ces femmes, c'est que 2 sur 3 vont présenter des problématiques de santé qui ne vont pas être soignées et qu'elles vont déclarer aussi des problématiques de santé 10 à 15 ans avant la population, je dirais,
et je mets des gros guillemets, normales en France. En plus de ça, elles ne vont consulter qu'en cas d'urgence, c'est-à-dire des douleurs très aiguës, une plaie ouverte, ce type des crises d'épilepsie répétées. En tout cas, ce qui fait qu'elles vont se présenter aux urgences, avoir un soin à ce moment-là, mais elles ne vont pas enclencher un parcours de soins. Justement sur cette nuance entre accès aux soins et parcours de soins, est-ce que justement il y a une approche différente? Il faut d'abord leur donner enfin comment vous travaillez ces deux questions en fait, qui sont complémentaires mais qui ne sont pas les mêmes? Alors, comment on travaille ces deux questions? L'idée d'AD7, c'est vraiment d'avoir une vision globale au travers de ces professionnels de la santé des femmes. Donc, on va aller à leur rencontre en se reposant sur un binôme de professionnels de santé qui est composé d'un professionnel de santé physique, médicale, donc ça va majoritairement être des sages-femmes qui ne sont pas réduites qu'à la suivi de grossesse, c'est aussi important de le préciser, elles ne font pas que ça, et des psychologues cliniciens. On va aussi avoir des médecins, des internes en médecine, des infirmiers et infirmières qui interviennent. Donc, ce duo-là, professionnel santé physique et santé mentale, va proposer un entretien aux femmes qu'on rencontre. Alors, ça peut prendre aussi plusieurs rencontres, puisque avant même d'aller questionner sur la santé et de mener un entretien d'évaluation de santé, il faut déjà créer un lien avec cette personne, créer un lien de confiance. Comme je le disais, elles sont souvent très isolées, très seules, elles ne nous connaissent pas, donc il faut prendre ce temps-là. Et beaucoup aussi ne sont pas à ce moment-là dans une demande de soins, parce qu'il y a beaucoup de barrières qui vont empêcher, d'autres urgences en tout cas, qui vont empêcher l'accès aux soins, donc qui vont le retarder. Donc nous, ce qu'on va leur proposer, c'est d'évaluer leurs besoins en santé globale et en fonction de ce qu'elles pourront nous exprimer ou de ce qu'on pourra avoir repéré, on va leur proposer un accès aux soins. Donc des rendez-vous chez le professionnel de santé, prendre le rendez-vous avec elle ou l'orienter vers le professionnel, on va évaluer avec elle si elle souhaite qu'on prenne rendez-vous ou pas, on va l'accompagner. On fait beaucoup d'accompagnement physique jusqu'aux professionnels de santé, notamment grâce à ce qu'on appelle des femmes repères, qui sont très précieuses et qui œuvrent avec nous au quotidien, qui sont des femmes qu'on a rencontrées sur nos lieux d'intervention, qu'on a accompagnées et qu'on accompagne aujourd'hui dans leur démarche de santé et sociale, et qui, parce qu'elles ont aussi une compétence en santé, parce qu'elles ont un parcours aussi similaire, en tout cas des choses qui se rapprochent depuis qu'on accompagne, nous aident, nous, à être au plus près des besoins des femmes qu'on accompagne et à les orienter vers le soin. Donc, on va accompagner ces femmes-là vers le professionnel de santé pour faire le lien, pour les questions d'interculturalité aussi, parce qu'on n'a pas, en fonction du pays d'où on n'a pas la même notion de la santé. On a un système de santé aussi en France qui est très complet. Normalement, tout le monde a accès à la santé, mais il faut le comprendre et savoir, en fonction de la situation administrative, où est-ce qu'on peut aller. Voilà. Donc, il va y avoir aussi une évaluation de la part des équipes, justement, de la situation sociale et administrative, puisque si vous avez des droits ouverts ou pas, si vous avez l'AME, si vous avez la CMU, si vous avez une carte vitale, en fonction de ça, le lieu d'orientation et de prise en charge ne sera pas le même. Et donc, il y a tout un… J'imagine qu'avec ces femmes, vous constatez beaucoup aussi de non-recours au droit. Oui. Déjà parce qu'il y a un manque d'information. Elles ne savent pas forcément à quoi elles ont droit. Donc, il y a tout un travail aussi de sensibilisation et d'information et de pédagogie qui est fait par les équipes pour expliquer le système de santé français, le système administratif, et pour les accompagner vers ces différents acteurs de l'aide aussi, pour pouvoir ouvrir les droits et enclencher des démarches sociales et administratives. Là, on va vraiment être dans faire le lien de nouveau avec la femme et les professionnels existants, les dispositifs de droit commun. Alors, avant de vous entendre sur comment, parce que vous travaillez autour de questions clés pour réussir à aider les femmes, et je pense que c'est intéressant que les personnes qui nous regardent aussi puissent les avoir en tête, parce que ça peut être utile pour peut-être les orienter des personnes auxquelles elles penseraient vers ces structures. On a évoqué la question des femmes dans un parcours de migration, d'immigration, et justement, Zora Hamimi, vous êtes déléguée en charge des migrants. J'aimerais savoir justement ce que vous venez d'entendre dans la bouche de Marie Chatagnon. Est-ce que vous retrouvez ces mêmes situations dans le cadre de votre délégation, et est-ce que quelles sont les spécificités liées aux femmes migrantes? Je vous remercie, Rebecca. Effectivement, je rejoins complètement Marie Chatagnon, l'état des lieux qu'elle vient de nous présenter sur les femmes exilées est tout à fait vrai. Les femmes, dans leur parcours d'exil, vont effectivement traverser
des pays difficiles, tels que Marie l'a évoqué, comme la Libye ou le Maroc ou encore d'autres pays où elles sont face à des violences extrêmes. Ces femmes, lorsqu'elles arrivent en Europe, donc elles ont déjà derrière elles tout un parcours d'exil avec beaucoup d'obstacles et beaucoup de violences. Donc, effectivement, dans notre façon d'accueillir ces femmes ici en Europe, il faut vraiment qu'on arrive à prendre en considération cette partie de leur parcours. Alors, effectivement, certaines, malheureusement, sont victimes de traite d'êtres humains et sont amenées par des réseaux d'exploitation sexuelle ou des réseaux d'esclavagisme moderne. Ces femmes, bien souvent, elles arrivent, certaines d'entre elles arrivent enceintes, malheureusement, enceintes pas forcément par choix. Elles ont l'intention d'accueillir leur bébé dans les meilleures conditions, mais effectivement, on comprend aussi que lorsque cette grossesse est arrivée sur un parcours d'exploitation sexuelle, cette grossesse, elle n'a pas forcément été désirée. Et le travail des associations et de tous les acteurs qui accompagnent ces femmes, c'est aussi d'essayer d'aider cette femme à créer la relation avec son bébé, alors que la situation est extrêmement difficile. On va trouver également des femmes exilées qui arrivent sur notre territoire et des femmes qui ont vécu l'excision, par exemple. Des femmes qui ont vécu l'excision et qui sont elles-mêmes blessées dans leur chair et qui ont, comme le disait Marie, parfois laissé des enfants dans leur pays d'origine. Des enfants qui parfois sont des petites filles et des petites filles qui seront également victimes de l'excision. Donc ces femmes arrivent avec beaucoup de traumatisme et comment est-ce qu'on... La question aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir identifier tous ces mots, tous ces traumas par lesquels elles sont passées pour pouvoir les accueillir mieux et leur offrir justement une aide personnalisée, une aide adaptée par rapport à ces traumatismes, à cette vulnérabilité psychologique. Et ces femmes, lorsqu'elles arrivent ici, donc soit elles vont être dans un parcours de demande d'asile qui vont peut-être mener à une protection internationale, et là, donc, du coup, elles vont entrer dans le droit commun, mais même lors d'une demande d'asile, cette demande d'asile va prendre quelques années. Donc, il y a quand même quelques années de vie sur le territoire où la personne n'est pas encore dans le droit commun. Et puis, il y a d'autres personnes qui, malheureusement, arrivent sur notre territoire et vont être en situation irrégulière. Et en étant en situation irrégulière, cette vie, cette position dans la société est extrêmement précaire parce que ces femmes, justement, comme le disait Marie, effectivement, il y a un non-recours au droit, mais parce qu'il y a un manque d'information sur leurs droits. Et les femmes, lorsqu'elles sont parfois mamans, et souvent on a affaire à des familles monoparentales, des femmes seules avec enfants, et ces femmes ont vraiment une charge mentale très, très lourde. Une charge mentale très lourde parce qu'elles sont seules parfois, elles sont très souvent isolées, elles sont seules avec leurs enfants, elles ne parlent pas la langue du pays d'accueil, elles essayent de se frayer un chemin dans cette nouvelle société, cette société d'adoption. Et elles vont être constamment dans la recherche de l'accès au droit, dans essayer de régulariser une situation administrative, et tout ceci en ayant des enfants en bas âge, puisque certaines d'entre elles arrivent enceintes et donnent naissance sur notre territoire. Elles ont donc un bébé ou des fois quelques enfants très jeunes, et elles vont comme ça être accompagnées constamment de leurs enfants lorsqu'elles entreprennent des démarches. Donc, pour elles, c'est extrêmement difficile d'essayer de faire la part des choses et de se retrouver, de comprendre quelle est leur situation. Et c'est pour ça que le travail de toutes les associations est extrêmement important en termes d'accompagnement, parce que vraiment les problématiques sont
sont diverses, variées. Et Marie Chatagnon l'a très bien expliqué. Il y a des femmes, effectivement, aussi qui sont étrangères et qui bénéficient d'un titre de séjour d'étranger malade. Là encore, cette femme est en situation régulière parce qu'elle a un titre de séjour, mais là encore, cette situation est très fragile parce que ce statut d'étranger malade va être renouvelé chaque année. Donc, chaque année, il y a de nouveau ce stress de savoir est-ce que mon parcours de soins va pouvoir se poursuivre, que va-t-il se passer dans quelques mois. Donc voilà, c'est vrai qu'elles ont beaucoup de stress sur leur parcours et il faut vraiment prendre en considération tout ce parcours d'exil et tous les traumatismes. Voilà. Merci à vous, Zora Amimi, pour ce focus. Et j'en profite pour relever une remarque qui nous a été proposée par Jimmy Kabil, qui souligne l'enjeu de renforcer l'apprentissage de la langue française pour les femmes, qui précise dans les quartiers sensibles, mais j'imagine que ça fait partie des thématiques sur lesquelles vous travaillez avec ces femmes. Je reviens vers vous, Marie Chatagnon, parce que j'évoquais, c'était un peu du teasing, 6 grandes questions que vous posez aux femmes et qui peut être intéressant d'avoir en tête. Donc, je vous les laisse nous les évoquer et je présente justement un visuel. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que dans notre démarche d'aller vers et d'accueillir les femmes en situation de précarité, on a aussi toute une démarche de formation et de sensibilisation de la société civile et des professionnels de santé. Et notamment, on transmet ces 6 phrases clés qui nous paraissent clés pour pouvoir enclencher le soin, en tout cas repérer les vulnérabilités des femmes rencontrées et à terme mettre en place un parcours de soins. Donc, ça va être quand avez-vous vu un professionnel de santé pour la dernière fois, ce qui va nous permettre d'avoir une idée de est-ce que la dame est suivie, est-ce que cette femme a déjà rencontré un médecin et quand, et est-ce qu'elle aurait potentiellement besoin de rencontrer un médecin. Où est-ce que vous dormez en ce moment, ce qui est différent de quelle est votre adresse, où vous habitez où. Pour cette phrase-là, je vais vous donner comme exemple une jeune fille que la DSF accompagne aujourd'hui dans son parcours de soins, qui est suivie par un médecin pour une pathologie chronique et qui, jusqu'à ce qu'il y ait une prise en lien avec la DSF, ne savait pas que cette jeune fille était sans hébergement et qu'elle vivait à la rue. Puisque quand il avait fallu donner son adresse, elle avait donné l'adresse de sa famille et puis ça s'était arrêté là. Donc, il y a une différence entre est-ce que vous avez une adresse, sachant aussi qu'il y a une domiciliation, ça ne veut pas forcément dire domiciliation, donc adresse postale, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un toit. Et il peut y avoir un toit et sans forcément y avoir de domiciliation. Donc, cette question est importante pour savoir dans quel contexte aussi évolue la femme rencontrée. Est-ce que vous avez une couverture sociale à jour et est-ce que vous avez une couverture sociale tout court? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir enclencher le soin, il faut connaître la situation sociale et les droits en santé des femmes accompagnées, puisque en fonction, le lieu d'orientation ne va pas être le même s'il peut y avoir une prise en charge des soins. Comme je disais, on a un système qui est plutôt complet quand on le connaît et quand on sait où aller. Comment allez-vous? Notre idée, c'est aussi encore une fois, de se centrer sur la santé et de ne pas évoquer la situation sociale, mais comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Est-ce que vous avez besoin d'un produit d'hygiène? La DSF, on distribue énormément de produits d'hygiène aux femmes qu'on accompagne et notamment des protections menstruelles, puisque c'est un besoin essentiel auquel on ne pense pas forcément. Jusqu'à il y a peu, où il y avait des rasoirs dans les d'hygiène et pas forcément des protections menstruelles. Voilà, donc on distribue beaucoup de produits d'hygiène à l'occasion de nos maraudes, donc de nos équipes mobiles, à l'occasion aussi de nos accueils, pour répondre évidemment à ce besoin de première nécessité, et puis aussi parce que ça peut être bon pour rentrer en lien avec la personne quand on la rencontre. Et ce qui est essentiel aussi, donc c'est la dernière image que vous voyez, c'est de pouvoir créer un cadre sécurisé avec les femmes qu'on va rencontrer, en expliquant bien que tout ce qui est dit dans le cadre de l'échange reste dans le cadre de l'échange. On peut être amené à faire le lien avec le professionnel de santé, mais rien ne sera transmis sans l'accord de la dame, de la femme accompagnée. Et donc, pour ça, ce qui nous semble important aussi, c'est de leur proposer des lieux d'accueil dédiés. Alors, au travers de nos repères santé, on écrit PAI, comme on écrit femme repère aussi, avec cette idée de père aidante. Donc, qui sont des lieux dédiés aux femmes et à leur santé et où elles peuvent juste se reposer, se poser et puis rencontrer nos professionnels. Et puis, dans le cadre de nos maraudes, on y va également avec des camions qui sont aménagés de manière à pouvoir les accueillir et pouvoir proposer un échange
dans ce cadre de nouveau sécurisant, sécurisé, parce que dans la rue, ce n'est pas forcément le bon moment pour mener vraiment un entretien. Voilà, pour ces questions qui nous paraissent essentielles et qui peuvent permettre aussi petit à petit d'amener vers le soin et de dépasser les barrières aussi qu'on va rencontrer et qu'elles rencontrent au quotidien. Ce qu'on peut voir, c'est que la santé n'est pas leur priorité, parce qu'elles ont énormément d'autres choses à gérer à ce moment-là, une situation administrative complexe, une incompréhension du système de santé, des barrières culturelles, linguistiques, un contexte environnemental et dérangeant, ce qui fait que voilà, la santé, c'est relégué. La première chose pour elles, ça va être avoir un toit, être à l'abri, s'occuper des enfants s'il y a, mettre en sécurité les enfants, les nourrir, et puis après tout ça, éventuellement la santé. Donc nous, on veut aussi les ramener vers le soin et le prendre soin d'elles, et reprendre soin d'elles. Merci beaucoup, Marie Chatagnon. Tout à l'heure, je reviendrai vers vous, Marie Roland, qui est chargée du plaidoyer pour justement, ça peut aussi alimenter les réflexions de la ville de Rouen sur justement quel type de plaidoyer, à qui il s'adresse, qu'est-ce que vous pointez comme levier pour agir. Mais comme vous avez évoqué parmi les 6 questions, la question extrêmement importante des produits d'hygiène, je veux qu'on puisse découvrir l'association Sans Rancune 76. Et je vais peut-être commencer avec Charline Gérard, donc vous êtes coprésidente de l'association. Cette association, elle est née quand et pourquoi? Est-ce que Charline, vous êtes là? Oui, je vous vois, vous pouvez activer votre micro, ça marche. Oui, bonsoir. Donc effectivement, je suis cofondatrice de l'association Sans Rancune 76, qui est une jeune association qui s'engage contre la précarité menstruelle à l'échelle de l'agglomération rouennaise. Donc le but premier est de lutter contre la grande précarité des personnes, des femmes, par le prisme des règles. Alors l'aventure, elle commence pour nous à une date assez symbolique, la date du 8 mars 2019. En tant qu'initiative citoyenne. Des associations qui œuvrent contre la précarité menstruelle existent déjà en France, à l'étranger, entre autres à Paris ou dans des grandes villes, mais rien de tel à Rouen. Or, nous découvrons effectivement la réalité d'une précarité menstruelle locale, en échangeant avec des structures sociales du territoire. Donc, le besoin est clairement réel. Donc, le concept et les initiatives qui se fait déjà ailleurs nous séduisent. Et on commence tout petit avec une boîte, une collecte et une structure bénéficiaire. Mais de plus en plus, les sollicitations se font assez nombreuses et on se rend compte qu'il est important qu'on se professionnalise et qu'on se constitue en association. Donc, l'association a été créée en novembre 2019. Et depuis lors, on tente de répondre à 3 grands objectifs, c'est-à-dire favoriser l'accès aux protections périodiques à des femmes en grande situation de précarité, contribuer à briser le tabou des règles, encore bien présent aujourd'hui, et participer à la réduction des inégalités hommes-femmes. Donc, ces 3 objectifs, comment est-ce qu'on on y répond par 2 grandes missions. La première grande mission, c'est une mission plutôt de collecte et de redistribution. Alors, tout simplement, en organisant des collectes de protection périodique, ça va de la serviette au protège-slip, tampons principalement, mais aussi des protections lavables, type cup, serviettes lavables, culottes de règles, et en les redistribuant localement à nos structures sociales bénéficiaires. Alors, donc d'ailleurs, là, on voit à l'écran, enfin, j'espère que vous voyez à l'écran une carte qui identifie les points de collecte que vous avez mis en place sur la ville de Rouen. Et donc, on voit des structures très variées, écoles, hôtels de ville, librairies, cafés couture, auprès d'associations qui déjà œuvrent sur les questions sociales, d'accompagnement, mais aussi Biocoop, des boutiques. Donc voilà, il y a une vraie diversité à la fois de type de lieux et géographique aussi. Oui, alors tout à fait. Donc, en fait, chez nous, à l'association Sans Rancune 76, il existe 3 types de collectes. Des collectes permanentes que vous pouvez voir effectivement sur la carte. Donc, c'est des points fixes qui sont toute l'année ouverts avec différentes typologies de lieux. Alors, qu'on essaye de diversifier, qu'on n'avait pas forcément fait l'année dernière et qui nous ont un petit peu porté préjudice parce qu'en fait, on n'était pas du tout présente dans des
dans des types de lieux comme les supermarchés. Et au premier confinement, on s'est retrouvés un peu embêtés parce que tous nos points de collecte, la majorité de nos points de collecte étaient malheureusement fermés. Donc voilà. Ensuite, il existe des collectes ponctuelles qui sont organisées par les bénévoles de notre association. Donc, c'est des collectes en supermarché, sorties de supermarché, type la banque alimentaire, et aussi pour des manifestations de l'agglomération. Et il y a également des collectes un peu qu'on appelle ex situ. Donc, c'est-à-dire, c'est des collectes qui sont ponctuelles, qui sont organisées par des particuliers, des institutions ou des entreprises en faveur de notre association. Après, tous ces dons sont redistribués de manière régulière à nos structures bénéficiaires. Aujourd'hui, on en compte une quinzaine. Voilà, ça va de l'Armée du Salut à des épiceries sociales et solidaires type Solépi, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, Magic Solidarité, l'autobus, voilà ce genre de structures bénéficiaires. Ensuite, on a également un volet sensibilisation qu'on est amené à développer sur l'année 2021. Donc, par le biais d'actions de sensibilisation auprès de différents publics en vue de briser le tabou des règles. Ça peut être en informant, tout simplement, en étant présente sur des grandes dates annuelles, comme le 8 mars, et en participant effectivement à des cycles de conférences comme celle qu'on organise aujourd'hui, et également par le biais d'actions de sensibilisation auprès du grand public. Donc, dans des associations structures sociales, socioculturelles, auprès de publics adultes, jeunes, mais accompagnés, et dans des classes, collèges, lycées, désireux de saisir de cette problématique. On est outillé d'un petit kit de révolution menstruelle, et on est également en collaboration avec une troupe de théâtre rouennaise qui a monté un spectacle vraiment autour des règles et qui est à destination des scolaires. Donc, voilà un peu. Merci pour ce panorama de l'action de Sans Rancune 76. J'avais une question pour Charlotte. Si on représente, je ne sais pas, une entreprise, une structure ou soi-même qu'on a envie de contribuer, comment on retrouve Sans Rancune 76? Et je pose tout de suite ma deuxième question. Est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen peut-être des femmes à qui sont redistribués tout ce que vous collectez dans les différents points de collecte? Alors, donc, pour répondre à la première question, donc, si une personne, une institution, une entreprise a envie de se lancer et de faire une collecte, il suffit de nous contacter par les réseaux sociaux ou par mail, on est assez réactive. Et puis après, on prend le temps d'échanger d'abord par message interposé où on s'appelle pour expliquer un petit peu la démarche, envoyer le pack de communication. Et puis après, c'est assez simple. L'idée, c'est que la structure fabrique sa boîte. On est sur le mode do it yourself avec un carton, une caisse, un panier. On y accroche deux, trois affiches et puis c'est parti. On définit ensemble le format de cette collecte, si c'est plutôt ponctuel ou, comme expliquait Charline, plutôt sur du long terme. On revient un petit peu sur les produits sur lesquels on collecte et à qui c'est destiné. Et puis après, on définit ensemble la structure à qui iront ces protections. Et pour répondre à la deuxième question, alors on n'a pas d'âge moyen, enfin voilà, des personnes à qui on redistribue, parce que tout simplement, ce qui était dit plus tôt dans la conférence, c'est que les femmes en précarité sont invisibles, ou en tout cas elles sont moins visibles que les hommes, notamment les femmes à la rue, etc. Donc aussi au niveau des chiffres, au niveau des chiffres nationaux, mais aussi au niveau des chiffres au local. Comme disait Charline, on a commencé en se disant, parce que moi je suis aussi travailleur social, en se disant que ce besoin était réel, donc on y va. Et en fait, on avançait un peu à vue. Et donc, il y a eu tout un engouement autour de cette question de la précarité menstruelle à l'échelle de l'agglomération, et c'est très bien. Un collectif, d'ailleurs, s'est créé, rassemblant différentes associations, différentes institutions et structures médico-sociales. Et l'idée, c'est en fait ensemble de faire un diagnostic et d'établir un petit peu plus, d'avoir une plus grande visibilité des personnes concernées et des besoins au local, puisque
on l'a dit plus tôt, mais la précarité menstruelle concerne à la fois des femmes à la rue, le public étudiant, des travailleurs pauvres, puisque les femmes sont surreprésentées dans les temps partiels, dans les emplois peu rémunérés, les femmes à la tête de familles monoparentales et les femmes détenues. Donc, l'idée de 2021, ce serait travailler collectivement autour d'un diagnostic plus concret des besoins du territoire. Merci à vous pour ces précisions. Alors, j'ai une question sur ce sujet de la précarité menstruelle qui est posée par Flora Bourguignon à l'attention de Laura Slimani. Quelle place occupe la précarité menstruelle dans la politique de la ville ou plus spécifiquement dans les luttes contre les discriminations et la réduction de la précarité en général? Alors, très grand sujet, peut-être en focus sur la question de la précarité menstruelle, Laura Slimani. Est-ce qu'il y a un souci de micro? J'essaye de retrouver. Oui, merci, c'est une bonne question. L'enjeu, c'est d'essayer d'agir en tant que collectivité, à la fois en soutien aux associations, donc évidemment en soutien à l'association Sans Rancune et d'autres associations qui agissent sur ce travail. On réfléchit aussi à comment on peut mieux structurer notre réponse à l'échelle du territoire. Et donc, il y a un projet auquel on participe et qui a été cité par Charlotte à l'instant, qui rassemble à la fois les associations, donc plutôt sur le côté santé, précarité, et puis donc Sans Rancune, et la ville de Rouen et la métropole, un certain nombre de communes, en tout cas de la métropole, pour réfléchir à comment on peut mieux répondre à ce sujet, parce que moi, et on a organisé aussi des collectes donc pour soutenir évidemment cette cause récemment, très récemment notamment, qui ont été auxquelles on a proposé de participer aux Rouennaises et Rouennais et qui ont été très bien suivis. Moi, mon avis, c'est que je pense que l'action des associations est extrêmement importante pour essayer de lever ce tabou des règles, pour essayer de mobiliser les gens autour de cette cause et puis de répondre évidemment aux besoins de l'urgence. Et je crois qu'une ville, une collectivité comme la nôtre pourrait et devrait se poser la question de savoir si notre rôle, c'est pas aussi, nous, de mettre à disposition gratuitement des protections menstruelles gratuites. En tout cas, c'est un sujet que moi, j'ai demandé au service d'étudier concrètement pour qu'on puisse y réfléchir. D'autres villes s'y sont engagées récemment. Je crois que c'est Annecy, notamment, qui l'a annoncé, notamment à destination des jeunes. Voilà, je crois qu'il faut qu'on essaye d'avancer dans cette direction-là pour pousser aussi les pouvoirs publics à renforcer leur action sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, ça reste un surcoût dans la vie des femmes et qui est d'autant moins supportable quand on a très, très peu de moyens, et c'est bien de ça dont on parle. Et effectivement, Charlotte avait raison de le rappeler, parmi les bénéficiaires des minima sociaux, parmi les familles monoparentales, il y a parmi les familles monoparentales, il y a une immense majorité de chefs de famille qui sont des femmes, et puis parmi les bénéficiaires des minima sociaux, les femmes sont aussi majoritaires, donc c'est important de comprendre que c'est un sujet qui n'est pas anodin. Et donc, nous, on souhaite y travailler sur les deux plans, à la fois le soutien aux associations et à la structuration de leurs réponses, mais aussi en se posant la question de nous, en tant que collectivité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement en termes de distribution aussi de protection aux femmes en situation de précarité dans tous les lieux dans lesquels qu'elles peuvent fréquenter, en tout cas. Alors, voilà, donc on pourra répondre favorablement. Oui, et puis donc on note bien qu'en plus tout ça se construit dans une démarche collective. Donc c'est prometteur et riche en termes de cibles et de compréhension des enjeux. Vous avez rappelé un certain nombre de chiffres, Laura Slimani. On peut ajouter celui-ci, toujours selon l'Observatoire des inégalités, la moitié des personnes pauvres en France ont moins de 30 ans. On n'a pas forcément eu le temps de s'étendre sur la question de la jeunesse, mais c'est vrai que quand on croise cette précarité, celle des jeunes, accentuée par la crise sanitaire, celle des femmes, etc., il y a vraiment des sujets importants à creuser. Il est 19h35, je suis en retard. Je voudrais quand même très rapidement vous entendre, Marie Roland, parce que vous êtes chargée de plaidoyer au sein de l'ADSF. Et s'il y a du plaidoyer, ça veut dire qu'il y a des interlocuteurs à qui vous vous adressez, à qui vous demandez des choses. Qui sont-ils et sur quels enjeux en priorité vous axez votre plaidoyer? Merci. Déjà, à la DSF, on essaye d'avoir une stratégie de plaidoyer un petit peu
la plus opérationnelle possible. Donc, il y a le plaidoyer pur et dur envers des acteurs très institutionnels, mais j'y reviendrai juste après. Mais le plaidoyer, nous, on l'envisage aussi d'un point de vue opérationnel, directement au cœur de nos activités, c'est-à-dire que quand on va orienter des femmes vers les structures de santé, on ne va pas se cantonner à ça, on va contacter ces structures, on va essayer de voir avec elles si on peut monter des programmes, notamment avec les hôpitaux qui sont en général très proactifs. Il y a des hôpitaux qui sont situés à des endroits très spécifiques, qui ont le même public que nous et qui n'ont pas forcément les clés dans leur formation initiale, dans le temps qui leur est imparti. On parlait tout à l'heure des femmes en première ligne pendant le Covid, on le voit, elles n'ont pas le temps les soignantes et les soignants de manière générale de faire le métier comme ils le souhaiteraient. Donc nous, notre plaidoyer, c'est aussi de voir avec les structures comment on peut faire en sorte de leur donner le temps de faire leur travail auprès des femmes en situation de précarité. Et voilà, donc au cœur de notre activité, en fait, se niche un petit peu du plaidoyer qu'on essaie toujours de mettre un petit peu dans les carences ou dans les angles morts des systèmes existants qui sont souvent de très bonne volonté, mais qui ne voient pas tout. Et donc, on essaye toujours d'être dans des démarches de partenariat, comme on peut l'être aussi auprès d'autres associations qui ont une mission sociale bien spécifique, qui, des fois, dans le cadre de très grandes files actives, n'ont pas forcément l'angle genre. Et donc, dans de grandes distributions alimentaires, on ne va pas toujours remarquer que les femmes s'y rendent moins. Alors qu'en fait, elles sont tout autant, mais les grandes files alimentaires où 300 hommes attendent, deux femmes n'ont pas forcément envie de s'y rendre, on peut tous se projeter ça. Et puis après, pour nos interlocuteurs de plaidoyer pur, les communes, les villes sont souvent très, très proactives, en tout cas auprès des associations. Cette conférence le montre en premier lieu, mais en tout cas, on a été très accompagnés par la ville de Paris, très accompagnés par la ville de Lille aussi. On a une antenne qui sont aussi au plus près, c'est logique, c'est l'échelon au plus proche des personnes en situation de précarité. Donc les villes, et puis après, bien sûr, toujours essayer de travailler avec d'autres associations en partenariat, essayer de trouver les spécificités, les expériences de chacun. On produit beaucoup de données. On essaye de toujours donner le plus de clés possible. Marie en parlait tout à l'heure avec notre état des lieux. Donner des chiffres, rendre compte de notre activité. À la DSF, on a la chance de pouvoir faire ça parce que ça demande beaucoup de travail, de se dégager une marge de manœuvre que toutes les associations n'ont pas le temps de faire. Donc voilà, c'est un petit peu nos méthodes pour plaider. Merci à vous, Marie. Et donc, j'espère que vous constatez avec joie que la ville de Rouen travaille avec ses acteurs associatifs et locaux pour justement ne plus avoir d'angle mort en la matière. Il est 19h39, donc vous étiez très nombreuses, mais je vais toutes vous remercier en vous citant avant de donner la parole à Chloé Argentin et peut-être aussi également Laura Slimani pour conclure cette troisième conférence. Donc, merci Charlotte Caccialupi, Charline Gérard, Florence Brochoir, Marie Chatagnon, Marie Roland, Séverine Lemierre, Caroline Dutartre, Chloé Argentin, on va vous entendre, Sarah Amimi, d'avoir participé à nos échanges passionnants et je l'espère constructifs. Chloé Argentin, dans quel état d'esprit sortez-vous de cette discussion ? Comme d'habitude, toujours très motivée, parce que c'est toujours extrêmement agréable de voir des acteurs de terrain nous expliquer un petit peu la vie et nous mener sur le bon chemin de l'égalité femmes-hommes dans la ville. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples à suivre, notamment pourquoi pas créer une antenne, c'est ce qu'on discutait vite fait avec Laura, créer une antenne pour agir pour la santé des femmes à Rouen, ça pourrait nous être très utile et je pense que ça serait très très bien. Pour revenir un petit peu sur les femmes migrantes, les femmes exilées, il y a des statistiques qui sont assez effectivement catastrophiques. Un tiers des femmes qui vivent avec le VIH ont été contaminées en France, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de santé, notamment chez les femmes exilées, qui est énorme. Et qui est vraiment à focuser, je pense, et puis à travailler peut-être avec la passe du CHU. Enfin, voilà, tout ce travail en réseau qu'on doit faire de solidarité, évidemment. Oui, et puis rebondir aussi sur ce que disait Zora Amimi, c'est-à-dire qu'effectivement, les femmes, on les rencontre pour leur thématique santé quand elles sont enceintes, c'est-à-dire quand elles ont besoin de s'occuper de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Et c'est là où on va beaucoup plus les voir.
Donc oui, plein de choses à travailler. Caroline Dutart l'a rappelé en début, enfin quasiment au tout début de la conférence. On réfléchit beaucoup sur la place des femmes dans les salariés, enfin dans les salariés de la mairie, et comment faire l'égalité vraiment salariale, de faire vraiment au centre de notre politique l'égalité salariale dans la ville, parce que c'est aussi important de montrer l'exemple aussi, puisque c'est pas parce qu'on a une collectivité territoriale qu'on ne doit pas montrer l'exemple là-dessus. Voilà, donc ça, c'est tout des chantiers, ce sont plein de chantiers qu'on doit faire, et puis je pense qu'on va les mener à bien. Je ne sais pas si j'annonce la prochaine conférence ou si c'est toi qui le fais. Oui, donc j'annonce la prochaine conférence, puisque ce n'est pas fini, on n'a pas fini de réfléchir, on n'a pas fini d'avancer pour faire avancer la société. Donc la prochaine conférence a lieu le mercredi 31 mars, donc toujours à 18h, c'est Être féministe en 2021. Donc nous aurons comme invité Alice Coffin, autrice du livre Le génie lesbien, Cilia Sadi, militante du groupe d'action féministe de Rouen, Rose Lengue, qui est socio-historienne à Rouen et qui a travaillé sur l'articulation entre le racisme et le sexisme en France. Céline Extenso, qui fait partie du collectif des Dévalideuses, un collectif féministe qui démonte les idées reçues sur le handicap, et Lucie Peytavin, autrice du livre Le coût de la virilité, qui va nous permettre de finir en beauté sur toutes les économies qu'on va pouvoir faire pour pouvoir vraiment investir dans une belle société qu'on appelle de tous nos voeux. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup Chloé Argentin pour cette conclusion. Je glisse juste une image pour finir, puisque Séverine Lemierre nous propose un livre à lire qui s'appelle Le genre au travail, recherche féministe. Alors il faut que je le retrouve, il est où? Il est là. Recherche féministe, le genre au travail, recherche féministe et lutte de femmes. Donc voilà, un livre qui sort ce mois-ci, donc il faudra encore attendre un tout petit peu pour le trouver. Non, ça y est, il est sorti. Il est sorti partout. On peut le trouver partout, et j'imagine très vite dans les bibliothèques du réseau de la ville de Rouen. Donc voilà, et comme vous l'avez dit, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce cycle de conférences. Merci à vous toutes et tous. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis sur Facebook Live, et à très très vite.